Le secteur de l'énergie, par sa nature cyclique et son importance géostratégique, exige une analyse fine pour quiconque souhaite en comprendre les ressorts. Le cas de Chevron, un pilier de l'industrie, est particulièrement instructif. Une analyse détaillée et actualisée de ses performances et de ses orientations stratégiques permet de dégager des enseignements précieux sur sa trajectoire et par extension sur les grandes tendances du marché. En nous plongeant dans les données les plus récentes, nous pouvons brosser un portrait détaillé de la situation actuelle et des perspectives de cette multinationale. Et la première question qu'on va se poser, c'est comment se déchiffre la performance financière récente de Chevron? Simple. L'examen des derniers rapports trimestriels de Chevron révèle une image contrastée. Reflet d'un environnement de marché complexe, et ne vous inquiétez pas, le terme complexe ne doit pas vous faire peur. Okay? Ça veut juste dire ici qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Mais quand il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, quels sont les éléments les plus importants quand on vend du pétrole et du gaz? La chose qu'on ne contrôle pas, c'est le prix. C'est à peu près également les événements géopolitiques. On ne les contrôle pas. Or, tous les jours, ça peut changer. D'accord? C'est pour ça on dit complexe, mais en réalité, pour une compagnie pareille, ce sont les coûts de production qu'on doit gérer. Je l'ai toujours dit ici. D'accord? Donc, pour le premier trimestre 2025, la société a annoncé un bénéfice par action de 2,97 $. Si ce chiffre peut sembler robuste, il s'inscrit en deçà des 3,55 $ enregistrés à la même période en 2024, illustrant les vents contraires auxquels l'entreprise est confrontée. Et c'est important. Quand vous regardez une compagnie de manière générale, il faut comparer le trimestre précédent avec le trimestre actuel, mais surtout le trimestre actuel avec le même trimestre l'année précédente. Si on est au Q1 2025, on doit le comparer avec le Q1 2024. OK? C'est très important. Ensuite, cette dynamique s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, l'activité d'exploration et de production, qu'on appelle upstream aux États-Unis, a bénéficié d'une augmentation de sa production, notamment grâce à ses actifs dans le bassin permien. Attention, juste pour précision, on ne l'appelle pas upstream aux États-Unis, mais en anglais. Okay? Ici, je parle de production, d'exploration et de production aux États-Unis. C'est la zone où elle opère. D'accord? Donc, je mentionne ici que pour une compagnie comme Chevron Énergie, la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'elle fait précisément? Est-ce que c'est production? Est-ce que c'est transport? Est-ce que c'est distribution uniquement? Si elle fait les trois, elle est verticalement intégrée. On les appelle généralement les majors. D'accord? Total Energy est une major. Exxon est une major. Chevron est une major. Soyez curieux. Ici, généralement, quand vous regardez une vidéo sur Top Invest, vous devez toujours avoir deux questions en tête. Pourquoi? Comment? Je pourrais même ajouter le où. Parce que ici, quand on parle du bassin permien, où est-ce que ça se retrouve? Aux États-Unis. Pourquoi est-ce que ce bassin-là est important? Ce sont des questions que vous devez poser. Et derrière la question, vous devez regarder la taille des réserves dans cette zone-là. D'accord? La taille des réserves, de manière générale. Après, vu que si vous étudiez de Chevron, vous devez aller en profondeur. Maintenant, Chevron détient en termes de réserves combien? Par rapport à ce qu'elle a produit l'année précédente, est-ce qu'elle a pu remplacer ses réserves cette année? Bref, on ne va pas revenir dessus. Je rappelle ici que dans notre programme d'accompagnement, on a une étude ici sur, même pas une étude, on a tout un module sur l'industrie pétrolière. D'accord? Parmi tant d'autres, parce que nous, on étudie des industries en particulier, parce que les questions sont différentes. Vous avez une checklist de manière généralisée pour toute entreprise, comme qu'est-ce qu'elle fait, géographie d'opération. Mais maintenant, quand on étudie une compagnie qui vend du pétrole et du gaz, la géographie d'opération est très, très importante. Parce que derrière, il y a toujours des ramifications politiques. Si toutes mes réserves sont basées au Cameroun, et je suis camerounais, je vous rappelle toujours cela, bah, c'est plus risqué que des réserves qui sont basées entièrement aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce qu'au niveau politique, au niveau juridique, le matin, le président peut se lever, il fait autre chose. Il nationalise tout. Donc, on ne veut pas ce genre de... Ou bien quand vos réserves sont localisées au Venezuela, ce genre de pays-là. Donc, c'est important, la géographie. Excusez-moi. J'aime bien toujours donner beaucoup de détails quand je parle d'une entreprise en particulier, surtout quand on prend la peine de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls. Parce que le but ici sur cette chaîne, c'est que vous appreniez à faire du stock picking sérieusement afin d'investir avec
conviction. D'accord? Cependant, cette croissance en volume a été particulièrement neutralisée par une baisse du prix de réalisation du gaz naturel. Donc le prix qu'ils ont obtenu quand ils ont extrait leur gaz naturel était moins élevé que ce qu'on a eu précédemment. À l'Internet, vous ne pouvez pas contrôler ce prix-là. Vous allez toujours vous poser la question pourquoi. Mais derrière ça, vous allez voir que certains ont peut-être augmenté les volumes, la période d'hiver n'était pas assez difficile, ce genre de choses-là. Donc, à l'international, la situation est similaire, à savoir la hausse de la production stimulée par l'acquisition de PDC Énergie a été tempérée par des prix de vente plus bas pour les liquides et le gaz naturel. Quand on parle de liquide, ici on peut parler du LNG, le gaz naturel liquéfié, comme également du pétrole. Okay? Et on voit ici qu'à l'international, on voit ici que la production, elle a augmenté parce qu'on a fait l'acquisition d'un business. Donc, techniquement, on devrait avoir des bénéfices plus élevés. Mais vu que les prix de vente sont plus bas, ça a un impact négatif sur le business. Mais c'est normal dans cette industrie-là. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on normalise les résultats. Normaliser sous-entend ici qu'on ne prend pas en considération les résultats d'aujourd'hui. On se dit que c'est temporaire et on essaie de voir ce que l'entreprise a l'habitude de rapporter sur une période bien déterminée. Ça peut être que 10, 20, 5 ans. C'est pour ça que sur les compagnies cycliques, j'aime bien quand il y a un certain historique. Donc, d'autre part, le secteur du raffinage et de la vente, qu'on appelle downstream, et je vous rappelle, je vous renvoie sur une vidéo qui existe certainement sur YouTube, où on vous explique tous ces 3 segments-là. Quelqu'un m'a dit ici que, bref, je ne vais pas citer la chaîne en question, mais il va se reconnaître. OK? Donc, d'autre part, quand tu vas me dire, ouais, mais Thierry, pourquoi tu ne cites pas la chaîne? Parce que moi, on ne me cite jamais. D'accord? Comme je ne sais pas pourquoi ils le font. Après, à la fin de la journée, tapez juste compagnie verticalement intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez aujourd'hui des outils comme l'intelligence artificielle. Voilà des questions que vous devez vous poser. Parce que derrière, en comprenant le secteur d'activité, comment est-ce qu'il fonctionne? Ou bien les termes à connaître quand on investit dans ce genre de secteur d'activité, ça vous permet ici de pouvoir savoir de quoi on parle. Parce que si je dis juste downstream, vous n'allez pas comprendre. Donc, le secteur du raffinage, c'est le downstream. D'accord? Donc, ce downstream-là a connu une période plus difficile. Aux États-Unis, les bénéfices ont chuté de manière significative, passant de 778 millions de dollars au premier trimestre 2024 à 502 millions de dollars cette année, donc premier trimestre 2025. Cette baisse est principalement due à la compression des marges sur les produits raffinés et à des coûts opérationnels plus élevés. La situation internationale n'est guère plus réduisante, affectée elle aussi par des marges plus faibles et des effets de change défavorables, bien que partiellement atténués par des volumes de vente plus importants. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle est la stratégie de Chevron pour dynamiser sa production? Face à ce contexte, Chevron mise sur une stratégie de croissance de la production qui se veut à la fois ambitieuse et rigoureuse sur le plan de la gestion des capitaux, du CAPEX, Capital Expenditure. Vous savez que c'est un business à capital intensif. Donc, vous devez étudier le CAPEX de ces entreprises-là. Où est-ce qu'on investit notre argent? Champ pétrolier, dans quelle zone? On rachète, ça produit combien? Est-ce que c'est rentable? Quels sont les coûts de production? Est-ce que ça augmente nos coûts de production? Bref, voilà les questions qu'on doit se poser. Donc, il ne faut pas que je complique les choses. Hein. Il y a toute une série de questions qu'on pose de manière générale ici. Et après ça, on essaye d'appliquer notre propre jugement par rapport à ce qu'on a compris. D'accord? Donc, la production nette mondiale a d'ailleurs atteint 3,4 millions de barils équivalent de pétrole par jour. Donc, ça mélange le gaz et le pétrole, au cours du premier trimestre 2025. Donc, une hausse notable par rapport à l'année précédente. Et vous pouvez voir ici que Chevron, allez-y voir, ça représente quel pourcentage de la production mondiale journalière? Donc, Chevron représente quel pourcentage de la production mondiale journalière? Ou bien, voilà, prenons au niveau de la production. D'accord? Ou bien de la demande, si vous voulez. Je pense que la demande, c'est près de 90 millions de barils par jour, sinon plus aujourd'hui. 3,4 millions de barils jour de Chevron, c'est, je pense, aux alentours de 4% par là. Non, pas 4%. Ouais, c'est ça. Ça peut être aux alentours de 4%. Un peu moins de 4%, on va le dire comme ça. Mais là n'est pas le sujet. Donc, cette performance est le fruit d'une stratégie claire qui repose sur 2 piliers géographiques majeurs. Le bassin permien demeure le moteur principal de la croissance.
Chevron y poursuit une expansion agressive mais réfléchie visant à optimiser chaque dollar injecté pour maximiser l'extraction. Les dernières données montrent une production en hausse de 14% par rapport à l'année précédente dans cette région, atteignant un record de 894 000 barils équivalents de pétrole par jour. L'objectif de la société est de dépasser le million de barils par jour d'ici 2025, un jalon qui confirmerait la réussite de sa stratégie dans le pétrole de schiste. Je précise bien pétrole de schiste. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au pétrole du Moyen-Orient ou bien au pétrole, comment on appelle ça, provenant ici des sables bitumineux ici au Canada, ou bien le pétrole extrait en haute mer. Voilà également des termes que vous devez comprendre. Et tout est une question de coût de production. Voilà. Il y a un qui coûte plus cher que l'autre extrait, etc. Ou bien il y en a un qui se vide plus que l'autre ici. Bref, je vous laisse aller voir ça. D'accord? Donc, en parallèle, le Golfe d'Amérique. Et j'ai fait exprès de mentionner le Golfe d'Amérique parce que le pensionnaire de la Maison-Blanche en date d'aujourd'hui veut changer le nom du Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique. Ne me demandez pas pourquoi. OK? Donc, le Golfe d'Amérique représente le second vecteur de croissance. Chevron y développe des projets en eau profonde à fort potentiel. Donc, la société a réaffirmé son objectif d'accroître la production dans cette zone de 200 000 à 300 000 barils par jour d'ici 2026. Des projets comme Encore et Well, qui signifie baleine, je pense bien, qui entrent progressivement en service, sont essentiels pour atteindre cette cible et assurer un flux de production stable et rentable pour les années à venir. Ensuite, quelles questions on peut poser en supplément? Comment l'entreprise se positionne-t-elle face aux nouvelles demandes énergétiques? Chevron fait preuve d'une vision prospective en reconnaissant que l'avenir énergétique ne se limitera pas aux hydrocarbures traditionnels. L'initiative la plus parlante à cet égard est la co-entreprise avec Engine One et GE Vernova. J'ai parlé de GE Vernova dernièrement. Il y a une vidéo, enfin, tout a déjà été bouclé. Enfin, pas la vidéo, mais le texte est déjà prêt, parce que j'ai terminé l'analyse en question, qui concerne ici les équipements électriques, qui pourrait également concerner une compagnie comme Schneider, même si je n'en parle pas, mais ça touche littéralement ici une compagnie qu'on appelle Schneider, compagnie européenne. Je le mentionne ici parce que la majorité de mon audience provient de la France. Donc, pour faire simple, on est toujours positif dessus. Mais GE Vernova, intéressant. D'accord? Peut-être pas au prix actuel, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Donc, je pense qu'ils ont surtout un carnet de commandes extrêmement plein. Bref, allez voir ça si ça vous intéresse. Donc, ce partenariat stratégique a pour but de répondre à la demande exponentielle en électricité pour les centres de données américains, donc véritable épine dorsale de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai également mentionné GE Vernova dans la vidéo concernant ici les data centers. Je ne me rappelle plus de laquelle, l'or noir de l'IA, un truc comme ça. Elle est là, elle est récente, elle date de moins d'un mois. En fait, si vous regardez cette vidéo, je la tourne le 5 du mois de juillet. Donc la vidéo en question a été tournée à peu près au mois de juin. Donc vous allez la retrouver sur la chaîne. Donc, le projet avance concrètement avec l'objectif de livrer 4 gigawatts de puissance à partir de la fin de l'année 2027. La question que vous devez vous poser, c'est assez pour alimenter des data centers de quelle taille, etc. Voilà, ça, je vous laisse faire ça si ça vous intéresse, pour ceux qui aiment les détails. Donc, cette démarche est doublement astucieuse. D'une part, elle permet à Chevron de se diversifier en s'appuyant sur son expertise de grand fournisseur d'énergie pour pénétrer un marché en pleine expansion. D'autre part, elle positionne l'entreprise comme un acteur clé de la chaîne de valeur technologique en fournissant une énergie fiable et abordable, indispensable au développement de l'IA de nouvelle génération aux États-Unis. C'est une manière pragmatique d'aborder la transition énergétique en transformant une demande croissante en une nouvelle opportunité commerciale. Quels enseignements on peut donc tirer pour une perspective à viser? Alors, quand vous lisez un rapport financier, il faut toujours en tirer quelques leçons. C'est important. Parce que ça vous permet ici de pouvoir apprendre plus sur un secteur d'activité. Et qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à cette compagnie? Donc, l'analyse actualisée de la situation de Chevron offre des leçons précieuses pour quiconque s'intéresse aux dynamiques économiques et sectorielles. Donc, moi j'adore les dynamiques sectorielles. Alors, premièrement, dans un marché où les prix sont volatiles, la capacité à augmenter les volumes de production de manière rentable
comme le montre la performance dans le bassin permien ou le permien, c'est comme vous voulez, est un avantage compétitif fondamental. Parce que ici, et j'ai bien dit parler d'avantage compétitif, son avantage compétitif est essentiellement basé sur les coûts. Quand vous investissez chez une compagnie cyclique, elle doit avoir les coûts de production les plus bas du marché. Il ne suffit juste pas de dire que ouais, elle a un avantage compétitif, elle a un mot. Il faut donner le nom du mot et comment est-ce que ce mot-là est mis comment est-ce que ce mot-là se traduit en termes réels sur le marché. Ça donne quoi? Essentiellement ici, les coûts de production les plus bas. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas le prix de vente. La seule chose qu'on peut contrôler, ce sont nos coûts de production. D'accord? Donc, on doit généralement avoir les coûts de production les plus bas du marché ou bien parmi les plus bas du marché, de telle sorte que si les prix s'effondrent, à un moment donné, ça n'ira pas plus bas qu'une certaine zone, sinon personne ne va produire. Ou bien il y aura une pénurie sur le marché. D'accord? Donc, deuxième point, la stratégie de Chevron de rechercher une croissance capitale, et je dis bien capitale efficiente, d'accord? Une croissance capitale efficiente, entre parenthèses, et démontre que la rentabilité prime sur la croissance à tout prix. Donc, on va gérer nos capex de manière astucieuse. Oui, on veut croître, mais on ne veut pas croître à tout prix, à tous les prix. On va avoir une croissance saine, basée essentiellement sur la gestion de nos coûts. Donc, c'est une approche prudente et créatrice de valeur à long terme. Troisième point, le projet d'alimentation des centres de données est un exemple remarquable de diversification stratégique. Il montre l'importance pour une entreprise établie d'identifier et de se positionner sur les marchés adjacents à forte croissance, parce que ce n'est pas très loin de son cœur de métier à la base. Extraction de pétrole et de gaz. Donc, le gaz peut servir ici à l'alimentation de ces différents éléments-là. D'accord? Surtout que maintenant, on parle de... Vous savez que les dépenses en termes d'énergie sont très élevées pour les data centers. Et donc, on va absolument les réduire. Et donc, toutes les solutions de réduction sont toujours... On les accueille toujours ici de manière positive. Ensuite, dernier point, les objectifs chiffrés et datés dans le Golfe d'Amérique, anciennement Golfe du Mexique, pendant que Trump est là, parce que je ne sais pas pourquoi il veut changer cette affaire-là, on va l'appeler comme ça, Golfe d'Amérique aujourd'hui, d'accord? Et le bassin permien, couplé à des projets d'avenir comme celui avec GE Vernova, indique une feuille de route solide qui guide l'entreprise au-delà des fluctuations trimestrielles. En synthèse, bien que Chevron navigue dans un environnement complexe qui pèse sur ses marges à court terme, et le court terme ici, j'ai bien fait exprès de mentionner court terme, la société déploie une stratégie cohérente et robuste en optimisant ses actifs traditionnels tout en se positionnant judicieusement sur des nouveaux traîneaux énergétiques. Elle trace une voie qui semble bien préparée pour l'avenir. Pour l'observateur averti que tu es, c'est cette combinaison de résilience actuelle et de vision stratégique qui constitue le principal enseignement. Et donc, si on va maintenant au niveau de l'analyse quantitative, et je mentionne ici, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous l'avez en description de la vidéo, le lien vers le club. Dans le club, vous allez trouver un lien vers notre live ce dimanche. Dans ce live-là, je vais répondre à toutes vos questions. Ceux qui ont des questions en lien avec le stock picking, voilà, c'est vous que je recherche principalement. D'accord? Tout simplement parce que j'aimerais répondre à cette question-là dans un cadre bien structuré entre vous et moi, que ça sera comme une discussion. Donc, je vous laisse aller voir ça pour ceux que ça intéresse. Je pense que ce sera à peu près soit entre 18h, heure de Paris, et 20h. Je vous laisse aller voir à quelle heure ça a été marqué. Parce que je voudrais que ce soit intemporel. Si tu regardes cette vidéo dans 3 ans, 10 ans, 40 ans, si on fait encore des vidéos sur YouTube, sans doute on le fera encore le dimanche ici. Et donc, je te laisse aller voir quel sera le prochain dimanche. Et nous allons rejoindre le club. OK? Donc, pour ceux également qui veulent aller plus loin, vous avez le programme d'accompagnement, le top premium. Mais avant de prendre le top premium, allez d'abord dans le club. OK? Il y a quelque chose pour vous. OK? Et vous avez également la watchlist. Et on va parler de la watchlist tantôt. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui? Ce que je fais généralement, c'est que je prends ici mes net income. Parce que vous voulez que je fasse un tour d'horizon, on va quand même le faire. Ça fait près de 20 minutes que je parle sur cette compagnie. Je ne savais même pas que j'allais mettre autant de temps. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je fais l'effort ici de parler lentement, même si je peux aller très rapidement. OK? Parce qu'il ne faut pas... Je n'aimerais pas vous endormir. Alors, ici, nous avons une compagnie qui est cyclique. Ça ressemble à ça.
Elle ne contrôle pas son revenu. Oh, mais son revenu a baissé, machin truc. Non, c'est le prix du pétrole qui a changé entre-temps. C'est normal. On a peut-être vendu également certains segments d'activité. Ce qu'on va regarder, c'est la marge brute. C'est le premier niveau. Elle n'est pas, on regarde surtout la médiane. Quand on prend les 20 dernières années, c'est plutôt à 40%. On n'est pas très loin de ce montant-là en date d'aujourd'hui. Attention, je le prends ici trimestriellement. Moi, c'est pas très loin. On a 3 points en moyenne, plus bas, mais c'est correct. Ensuite, on prend le nombre d'actions. Il diminue, c'est normal. Ces genres d'entreprises ne se négocient pas à des niveaux de multiples très élevés, donc c'est très bien de racheter le nombre des actions. Ensuite, on regarde ici l'EBITDA. L'EBITDA ici est plutôt sur les 20 dernières années, c'est aux alentours de 19%. Sur les 10 dernières années, 19%. Non, 20%, je pense bien. Oui, c'est ça. 19% exactement pour 20 ans. 10 ans, 20%. Et sur les 5 dernières années, on est plutôt à 21%. Donc, c'est assez correct. Ça commence. Donc, les 20 dernières années, c'est assez correct. Ici, on reste sur une stabilité. En entre temps, le prix du pétrole a connu plusieurs niveaux. Ensuite, on va regarder les net income, les free cash flow. Les deux parlent le même langage. Et vous allez constater ici que le free cash flow et les net income ne parlent pas souvent le même langage. Les net income ont tendance à être parfois très élevés, mais il faut toujours se demander à quelle période l'entreprise se situait. Est-ce qu'on avait une période de CAPEX, de dépenses en capital très élevée? Par exemple, quand je prends le CAPEX, Capital Expenditure, par rapport, ne prenez pas le CAPEX en pourcentage parce que le revenu n'est pas stable. Il faut le prendre ici en volume. Et vous remarquez que le CAPEX ici, il a augmenté jusqu'en 2014. Et depuis 2014, il diminue. Il est plutôt situé aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et à partir de cette période-là, vous constatez quoi? Le free cash flow a tendance à être au même niveau que les net income. Ça, c'est le constat. Donc, les net income devraient représenter la véritable rentabilité de ce business-ci et les free cash flow devraient avoir à peu près le même niveau que les net income, tout simplement parce que c'est un business à capital intensif. Donc, si je prends une médiane, et c'est ça qu'on va faire en date d'aujourd'hui, et on sous-entend aussi qu'avec la médiane, je dis bien, quand on prend la médiane des bénéfices nets, ça sous-entend qu'on a à peu près le même volume de production moyen sur les 20 dernières années, qu'on a à peu près le même type d'hydrocarbures et qu'on a à peu près le même niveau de coût de production. C'est ça que ça sous-entend quand je prends la médiane. Ce qui veut dire que ce sont des éléments qu'on doit vérifier. D'accord? Vous avez les moyens aujourd'hui d'avoir les informations très rapidement. OK? Donc, quand je prends les 20 dernières années ici, je constate que en net income, c'est 17 milliards. En free cash flow, c'est 10 milliards. Si tu es trop pessimiste, prends les free cash flow. Et c'est à ce niveau que vous devez appliquer votre jugement. Tout ce qu'on a lu va dans un sens positif, pour moi. Et je vois pour le moment, c'est très difficile pour moi de penser que cette compagnie pourrait se négocier à un niveau de free cash flow inférieur à près de 17... voilà, on peut... Ici, par exemple, sur les 20 dernières années, on va se situer aux alentours de entre 15 et 17 milliards. D'accord? Entre 15 et 17 milliards. Surtout qu'on va regarder les net income en termes d'estimation des analystes sur les 3 prochaines années, et ils s'attendent à près de 20 milliards. 20 milliards littéralement, selon les attentes des analystes. Ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver, mais vous avez vu ici que l'entreprise prévoit augmenter la production, etc. Si les coûts de production sont bas, tant mieux, mais elle ne sera pas la seule entreprise à augmenter la production. Donc, soyez souvent toujours prudent avec ce type d'industrie. Si je prends les 20 dernières années en net income, on a près de 17 milliards. Et ça traverse cette période aussi où on avait massivement investi, etc. Mais en net income, sur les 10 dernières années, on n'est pas arrivé à ces niveaux-là. Donc, je vais volontairement, et c'est pour ça que je dis toujours que c'est difficile parce que le chiffre à choisir, parce qu'il faut faire un choix sur ces chiffres-là. OK? Pour moi, je prendrais 17 milliards qui correspondent aux 20 dernières années. Cette période, c'était une période d'investissement et ça commence à porter ses fruits en date d'aujourd'hui. Et l'entreprise est de plus en plus disciplinée au niveau des dépenses en CAPEX. OK? Et donc, je prendrai le 17 milliards ici. Et ce que je vais faire, c'est que vous connaissez déjà mon prix. Moi, personnellement, je veux acheter la compagnie à un prix qui sera pour les actifs tangibles nets par action, qui se rapproche. Donc, $82, ça sera mon prix vers cette zone-là. Et ça, c'est mon prix à moi. OK? Parce que je considère ça comme la meilleure marge de sécurité, celle qui ne vous donne pas les mots de tête. Le reste, c'est que la cerise sur le gâteau. Maintenant, mais je ne peux pas dire que c'est la valeur de la compagnie ici. D'accord? Donc, si je prends 17 milliards
de bénéfices nets. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices sur ce genre d'entreprise. D'accord? J'ai fait des centaines de vidéos sur des compagnies cycliques. Vous comprenez déjà pourquoi on date d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions par rapport à ça, venez nous rencontrer dans le club lors de notre live dimanche. Donc, 17 milliards multipliés par 15 fois les bénéfices. Ça donne 255 milliards. Vous voyez ceci? Ça, c'est la valeur d'entreprise. La valeur d'entreprise, ici, c'est la capitalisation boursière plus ou moins la dette nette. Ici, 260. Ici, 285. Ça veut dire qu'on a à peu près 25 milliards de dette nette. J'enlève mon 25 milliards de dette nette. Il y a de fortes chances que je ne me trompe pas. Donc, je prends ça, pour ceux qui aiment souvent la précision, c'est 25 milliards. Vous voyez? Donc, je sais déjà que la valeur que je vais trouver sera moins élevée que ce qui est présentement affiché. D'accord? 1 divisé par 1,75, ça donne à peu près aux alentours... non, 79, excusez-moi, j'ai un peu mal aux yeux. 1,75. Parce que je tourne cette vidéo, il n'y a pas de cut ni quoi que ce soit. Hein. Tout est fait en live. Donc, si j'ai éternué, toussé, je ne sais pas quoi, si j'ai eu, voilà, si quelqu'un a ouvert la porte, vous allez l'entendre. Ok? Je ne fais pas de cut parce qu'on n'est pas là pour l'esthétisme. D'accord? Le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que comment est-ce que j'arrive à la conclusion pour vous permettre vous de pouvoir faire la même chose, pas forcément de la même façon. D'accord? Donc, je prends ceci, divisé par le nombre d'actions, ça donne 131 $ l'action. Vous allez dire, oh, donc c'est surévalué? Non. Pour moi, la compagnie sera correctement évaluée. Parce que j'ai pris un niveau de j'ai pris un 17 milliards qui correspond ici au bénéfice net moyen sur les 20 dernières années. D'accord? J'ai pris un multiple de 15 fois les bénéfices, j'ai enlevé la dette. Parfois, le marché ne prend pas en considération, n'enlève pas la dette. Et en supplément de ça, vous avez constaté que l'entreprise prévoit augmenter la production, moins investir en capital, enfin être plus discipliné au niveau des investissements en capital. Et jusqu'à présent, ça porte ses fruits. Mais il y a toujours des inconnus. Demain, un pays comme je sais pas moi, le Nigeria peut augmenter sa production, l'Angola, bref, on ne sait jamais. D'accord? Et donc, pour ce genre d'entreprise, vous connaissez mon prix idéal. Ça sera à peu près au niveau du book value. Mais sinon, je ne peux pas vous dire ici que cette compagnie est surévaluée. Elle est correctement évaluée à mon goût. Et quand je dis même correctement évaluée, ça peut mettre une entreprise intéressante pour les personnes qui recherchent avant tout un rendement. Donc, ceux qui aiment le dividende, etc., ça, c'est votre entreprise en date d'aujourd'hui. Moi, je veux les deux, dividende et performance. Mais maintenant, si la production est plus élevée demain, tant mieux, elle pourrait gagner plus que ça, mais j'aime toujours être assez prudent avec les compagnies cycliques, d'accord? Je ne pense jamais, déjà que les analystes ont tendance à faire de mauvaises prévisions. Si 65% du temps ils se trompent, non, 55% du temps ils se trompent, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que c'est difficile de faire des prévisions sur ce genre d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne contrôle pas, il y a beaucoup de moving parts, ok? Donc, est-ce que Chevron est une entreprise qui mérite une place dans ma watchlist? C'est une compagnie verticalement intégrée. S'il faut investir dans une compagnie dans le secteur de l'énergie, pourquoi pas? Mais moi, me connaissant, je sais que je ne vais jamais l'acheter. Ou bien, enfin, ça va dépendre du prix. Parce que si tu viens me vendre du Chevron à un prix, vous vous souvenez, en 2020, quand le pétrole, les futurs étaient arrivés à 20 $, en dessous de zéro, cette compagnie se négociait à 50 $ par là, alors qu'elle avait elle avait à peu près un book value aux alentours de 80 $. Un tangible book value aux alentours de 80 $. Et le tangible book value, il est vraiment tangible. Ce sont des actifs physiques, okay, les réserves, etc. Donc, j'avais une marge de sécurité énorme à cette période-là. Donc, j'aurais dû acheter cette compagnie ici. Donc, ça, c'est mon prix. Maintenant, si tu es là pour le rendement et que tu es satisfait par rapport à ça, moi, je ne connais pas vos objectifs financiers. Comme je dis toujours, si vous voulez faire du stock picking, il faut le faire avec des objectifs financiers. Commencez toujours avec des objectifs financiers. Votre rôle n'est pas de battre le marché en tant que particulier, parce que vous ne gérez pas l'argent de quelqu'un d'autre. Votre rôle est d'atteindre vos objectifs financiers. Si vous pensez que c'est avec le stock picking que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs financiers, tant mieux. Si vous pensez que c'est avec les ETF, tant mieux également. Tout est une question de rendement. Si je suis satisfait de 7%, 7 à 8%, entre 10 et 5% de rendement, j'achète des ETF. Et je dis bien 5 à 10. Parce que les dernières années, c'est exceptionnel. On va toujours le dire comme ça. OK? Donc, j'achète un ETF. Mais si je veux plus, moi, je cherche du 15% en moyenne.
C'est pour ça que je choisis de faire du stock picking. Mais pour faire du stock picking, il faut le faire sérieusement. Intellectuellement également, c'est assez réjouissant, de manière générale. Parce que vous savez de quoi, voilà, il y a toujours un sujet que vous pouvez lancer sur pendant un dîner, etc. C'est intéressant. Je vous dis ça sûr, c'est intéressant. Le pétrole, par exemple, c'est pas un truc qui m'intéresse énormément, même si j'ai perdu beaucoup d'argent dessus. Mais c'est un sujet que j'ai toujours eu tendance à creuser. Ça m'intéresse toujours, de manière générale. De toute façon, l'énergie est à la base de tout en termes de développement, de manière générale. Donc, j'aime toujours aller regarder ici. Et j'étais assez fasciné de savoir qu'aux États-Unis, ils sont devenus producteurs, exportateurs même. Et c'est toujours intéressant de suivre les choses parce que géopolitiquement parlant, ça a souvent un impact. J'aime bien la géopolitique également. Et ce qui est bizarre, et je l'ai toujours dit, vous ne trouvez pas ça bizarre que la guerre en Ukraine a commencé pile au moment où les États-Unis étaient prêts à exporter du gaz naturel? Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, mais je ne crois pas non plus aux coïncidences. D'accord? Bref. Alors, Chevron ici mérite une... Enfin, je la mettrai dans ma watchlist. Même si je pense ne jamais... Voilà, ça va dépendre du prix auquel on me le propose s'il y a une opportunité d'investissement un jour. Hein. Et donc, je mettrai ici dans la watchlist un target price aux alentours de $131. Donc, Chevron, c'est CHE. Donc, je cherche ici, on est studié assez loin là, du H. Chevron, on va venir, et voilà. Je prends Chevron. Ah, la dernière fois, c'était $135. La dernière vidéo qu'on a effectuée chez Chevron, c'était à $135. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, c'est $131. Bon, on va laisser à 131, 135, 131, c'est la même chose. Je le fais là. Et la dernière vidéo ici date de quand? Bon, de toute façon, la vidéo est là sur la chaîne. Je mettrai ici la date d'aujourd'hui, de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, vous pourrez savoir que la vidéo a été effectuée ce jour et vous pouvez la retrouver sur Top Invest assez rapidement. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit en début de vidéo ici, vous avez en description de la vidéo le lien vers le club. Dans ce club-là, vous allez trouver le lien vers notre live ce dimanche. Pour ceux qui ont des questions concernant le stock picking, je prendrai la peine de répondre à tout le monde, point par point. Attention, les places sont limitées parce que, bon, par rapport, j'utilise ici Google Meet, donc je ne peux pas aller au-delà de 100 personnes. Et 100 personnes, je n'ai même jamais eu à gérer près de 100 personnes ici parce que je pense que ça doit être compliqué si tout le monde doit parler au même moment. Sauf voilà. Mais donc, c'est assez limité. Donc, pour ceux qui... le replay également sera disponible pour ceux qui sont abonnés au club. D'accord? Je rappelle que l'abonnement au club, il est totalement gratuit. Je le fais ici généralement pour répondre à vos questions de manière générale. Surtout, savoir à peu près quel type de sujet vous intéresse en date d'aujourd'hui en matière de stock picking. OK? Même si je pense que j'ai déjà eu tendance à brosser tout sur cette chaîne. Et énormément de sujets que j'ai eu tendance à brosser sur la chaîne. Bref, voilà. On se donne rendez-vous ici dans le club. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez notre programme d'accompagnement où on a une thématique sur le secteur de l'énergie. Vous pouvez réserver un appel, on peut en parler. Vous avez également le Top Premium. Je vous laisse aller voir qu'est-ce que ça inclut. Mais avant de, si vous êtes intéressé par le Top Premium, allez dans le club d'abord, voir s'il n'y a pas un petit cadeau pour vous avant. OK? J'aimerais pas que vous abonniez au Top Premium. Après, vous arrivez dans le club et vous vous rendez compte qu'il y avait peut-être une promotion. Parce que les promotions, je ne sais pas quoi, je les mets uniquement dans le club. C'est tout. Je n'en parle pas sur YouTube, ou bien je n'en parlerai plus. Je les mets dans le club et voilà, vous allez voir ça. C'est pour ça que je vous encourage à aller d'abord dans le club. Ensuite, voilà, chacun fait ce qu'il veut de manière générale. Uniquement réservé aux personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. Comme vous l'avez remarqué ici, on n'est pas là pour se masturber avec des chiffres, excusez-moi du terme. Parce qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Je vous ai dit pourquoi est-ce que je normalise et qu'est-ce que ça sous-entend derrière. Donc, il y a même une autre vérification à effectuer. Ne venez pas vous asseoir, vous allez acheter une entreprise parce que vous avez vu quelqu'un sur YouTube vous parler de la compagnie. OK? Ici, on veut faire du stock picking sérieusement afin d'investir avec conviction. Et la conviction, ne vous inquiétez pas, vous allez vous rendre compte si vous l'avez, surtout en période difficile. Hein? Ceux qui ont bazardé du méta à $200 qui sont en regret en date d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils lisaient uniquement les gros titres. Oh, métavers. Pourtant, le business, il était là, facilement compréhensible. Tout le monde l'utilise. Ceux qui bazardent de Google aujourd'hui. Bref, on ne va pas trop parler. On se donne rendez-vous sur le live. Merci. Au revoir.